j'allais dire maintenant 3 sortes de parrains. On va prendre, parce que c'est tout récent d'ailleurs, on va commencer par les derniers venus, les droits télévision. C'est effectivement aujourd'hui devenu un point fort du Tour de France et du financement du Tour, ce qui n'était pas du tout le cas il y a seulement une dizaine d'années. Quand je suis arrivé au Tour en 1977, il y avait 0 francs, 0 centimes. On voulait même à la limite nous faire payer pour le droit de passer à la télévision. Et puis il y a les autres parrains que sont, alors ça c'est une constante, ce sont les villes-étapes. Les villes-étapes, on en reparlera dans les villes-étapes, mais il faut savoir que les collectivités locales aujourd'hui sont des parrains importants du financement du Tour de France. Et puis il y a donc le parrainage, alors les fameux maillots, souvent on a un petit peu critiqué le fait qu'il y ait ce balai, vous savez, sur le podium justement de maillots, parce qu'il faut bien que le tour soit financé. Il est financé parce que celui qui a le maillot jaune, celui qui a le maillot vert, ceux dont le nom figure sur la chaussée d'arrivée, sur les panneaux, etc., finance évidemment le Tour de France. Tous les événements sportifs d'ailleurs ont suivi maintenant l'exemple et se financent de cette manière. Et puis il y a les parrains des équipes, parce que les coureurs ne sont pas payés par l'organisateur pour faire le Tour de France. Ils reçoivent des prix, mais leurs employeurs, ce sont les groupes sportifs. Et les groupes sportifs, ils sont payés par des sponsors, là aussi. Alors, Peugeot, pourquoi? Il a un petit peu disparu aujourd'hui, mais pendant de longues années, ce sont les marques de cycles ou d'accessoires qui, en fait, finançaient les équipes cyclistes et les coureurs. Eh bien, Peugeot, il faut le dire, a été très longtemps sponsor des équipes cyclistes, également du Tour de France à travers les voitures, puisque pendant longtemps on a eu les voitures Peugeot sur le Tour de France, donc je crois qu'on ne pouvait pas à la lettre épée ne pas citer Peugeot. J'ai Peloton aussi, une petite anecdote, un petit... non? Alors Peloton, c'est... on ajoute surtout Peloton groupé. Voilà, c'est vrai qu'on dit souvent Peloton groupé. Non, Peloton parce que, bon, le Peloton, l'image de cette masse grégaire, comme disait Jacques Godet, du peloton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe plein de choses dans le peloton. Et ça, même dans cette émission, on n'ira pas. Vous dire tout ce qui se passe dans le peloton, c'est le secret des coureurs. Et même les anciens coureurs ne vous racontent pas ce qui se passe dans le peloton, c'est la vie particulière. Il faut rentrer au sein d'un peloton pour comprendre un petit peu, c'est un monde à part. C'est un monde à part, et donc on restera un petit peu sur ce mystère, mais c'est intéressant de le savoir, que ce qui se passe dans un peloton, ça ne se raconte pas. Séquence maillot du jour, un des plus beaux maillots sûrement. Très, très moi je trouve que c'est un des plus beaux de la collection, c'est le Portugal. C'est le Portugal. Alors on pense à Joaquim Agostinho, une pensée pour lui, on l'a dit tout à l'heure. Un des rares coureurs d'ailleurs tué en course, qui a une chute toujours bête évidemment. Agostinho qui a été 3e d'un Tour de France, qui était un superbe champion. Et le Portugal, qui d'ailleurs fournit de très nombreux coureurs, un peu plus en demi-teinte, j'allais dire, on n'a pas eu de grands vainqueurs du Tour, par exemple, le Portugais, mais tout de même des coureurs de qualité, notamment dans le Tour de l'Avenir, on a toujours été content de les avoir, et c'était des coureurs qui animaient bien la course. Prochaine étape, la lettre Q. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, qualification par exemple, à la prochaine fois. Bonsoir. Et oui, on était en train de se raconter des anecdotes avec Xavier, Louis, qui est là pour effeuiller l'abécédaire du Tour de France. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, vous êtes là? Oui, je le sais. Alors aujourd'hui, c'est la lettre Q. Alors on pourrait dire quoi? Moi, je regarde toujours mon petit papier, parce qu'il est sous mes yeux, pourquoi ne pas m'en servir? Quantité, alors ça va pour parler des voitures, sans doute, des suiveurs, des gendarmes, qualification des équipes, et j'ai également qualité pour gagner le Tour. Alors là, il en faut sûrement beaucoup. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, mais c'est vrai que qualité pour gagner le Tour, on a dit qu'il faut avoir une bonne équipe. Important. Bon, il faut être un grand champion, ça va de soi, mais on peut aussi le devenir en gagnant le Tour. Surtout, il faut être très complet. C'est ça le problème. Il faut être très complet, c'est-à-dire bon contre la montre, bon grimpeur et bon descendeur. Si déjà on n'est pas si on n'est pas dans les 5 meilleurs dans ces 3 disciplines, pratiquement on peut faire son deuil de remporter le Tour. C'est pour ça que désigner le vainqueur d'un Tour, c'est relativement simple. Il n'y a que 3-4 coureurs au départ d'un Tour dont on sait qu'ils peuvent gagner le Tour de France. Et puis il y a une autre qualité, alors ça on le découvre petit à petit dans la carrière d'un professionnel, c'est être capable de tenir 3 semaines. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'il y a des coureurs qui sont capables de gagner des courses de 6 jours, 8 jours, un Dauphiné libéré par exemple, ou les 4 jours de Dunkerque, et puis dans le Tour de France, ils ont un jour sans, et ça souvent ça ne pardonne pas. Ne pas avoir de jour sans, c'est quelque chose d'important aussi. Alors voilà, ce sont des qualités qui sont indispensables pour gagner le Tour de France. Ça limite effectivement l'échantillon de ceux qui en sont capables. Mais ce qui veut dire que le coureur qui fait
qui arrive dernier, mais qui fait tout le Tour de France, c'est déjà un grand champion. Bien sûr, bien sûr. Là, on parle de celui qui le gagne, mais de toute façon... Celui qui le perd est aussi un grand champion. S'il arrive, s'il fait toutes comme les on étapes. dit, le meilleur de sa région, c'est de sa rue. Oui. C'est pas nécessairement un grand coureur. Quand je dis un grand coureur, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement capable de finir le Tour. Vous savez qu'il y a à peu près, ça dépend des années, mais disons en grosso modo, 2/3 des coureurs qui prennent le départ qui sont capables de finir le Tour. Et ceux qui finissent le Tour sont toujours des grands coureurs. Souvent d'ailleurs, ils ont énormément souffert. Le temps qui les sépare du premier n'a pas une grande signification parce que généralement, ils se sont battus pour leur leader. Donc après, je veux dire, arriver à certaines étapes, 30 minutes ou 45 minutes après le vainqueur n'a pas une grande importance. Qualification des équipes. Oui, c'est une chose intéressante. On parle beaucoup de la sélection aujourd'hui qui est faite pour les équipes qui vont participer au Tour de France. Il faut savoir qu'au début des années 80, il n'y avait pas de sélection. Au contraire, on cherchait des équipes qui allaient participer au Tour. Il n'y avait pas assez d'équipes pour disputer le Tour de France. On a vu des Tours de France partir avec 10, 11, 12 équipes seulement. Et maintenant, on doit faire une sélection de 19 ou 20 équipes. Et, combien de personnes on a même limité, puisqu'une époque c'était 10 à l'époque, il y a même eu des époques c'était 12, et là on a limité à 9 maintenant, justement pour qu'il y ait un plus grand nombre de groupes, puisqu'on parle de groupes, qui soient représentés. Alors c'est évidemment la suite de la mondialisation du Tour de France. Ça vous plaît bien ? Bien sûr. Et qui a fait que le choix est beaucoup plus large, évidemment, maintenant. On ne se limite pas à 4 ou 5 pays. Et donc, on a un choix beaucoup plus large. Alors, il y avait un problème de la sélection. Il y a eu des grandes discussions de savoir si c'était le seul choix de l'organisateur qui, après tout, pouvait dire « moi, j'ai envie d'avoir des Colombiens ou des Soviétiques », même si les groupes en question sont moins forts qu'au fameux classement international que d'autres groupes. Et puis, il y a eu une période où, au contraire, on a dit, c'est une sorte, pour qu'il n'y ait aucune discussion, on prend les 16 meilleures équipes, et puis il y a juste 4 wild cards, comme on dit, des cartons d'invitation. Et fort heureusement, je sais que maintenant, les dirigeants du Tour de France reviennent à ce que j'ai toujours préconisé personnellement, que ce soit le choix de l'organisateur qui doit pouvoir composer son plateau. Il n'y a pas intérêt à prendre de mauvaises équipes, d'ailleurs, mais il peut avoir à un moment envie d'apporter... Je parlais des Colombiens, par exemple, qui ne viennent pas dans les classiques, donc qui ne sont pas considérés comme dans les grands groupes, ou bien demain, une équipe soviétique, par exemple, qui aurait sa place, russe en tout cas. Alors, on parle du nombre des équipes, du nombre des coureurs, ça m'amène à Q comme quantité, j'allais dire comme quantité de monde, parce que le Tour de France, c'est une ville entière qui se déplace, plus qu'une ville même. On ne se rend pas bien compte de la... Parce que là, il y a les coureurs, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Vous savez, Jalma, qu'il y a 3500 suiveurs maintenant dans le Tour de France, entre les membres de la caravane publicitaire, l'ensemble des équipes. Les équipes, ça représente, déjà avec les coureurs et leurs accompagnateurs, ça représente près de 500 personnes. Chacun en 4 véhicules d'ailleurs, vous voyez avec les fourgons plus les cars souvent d'ailleurs. Tous les échelons, il faut savoir que la garde républicaine, ça représente 36 gardes républicains avec tout le matériel, véhicules, motos. La caravane publicitaire, ça représente à peu près 1500 suiveurs. La presse, c'est également du même ordre, c'est environ 1200 à 1300 journalistes et techniciens de presse, tout ça avec autant de véhicules. Donc ce sont des quantités phénoménales, problème d'hébergement, problème d'alimentation, on pourrait compter le nombre tout ce qui correspond au ravitaillement, à la fois de la caravane et des coureurs. Donc ce sont des chiffres phénoménaux en nombre de véhicules et puis en nombre de suiveurs. Voilà, donc ça il faut le savoir, c'est effectivement une ville, 3500 personnes, c'est une ville qui se déplace chaque jour, tous les problèmes d'intendance qu'il faut deviner, mais qu'il faut comprendre quand on voit le Tour de France à la télévision, bien comprendre tout ce que ça suppose derrière en termes d'organisation. Oui, parce que dans cela, il faut compter aussi les journalistes qui sont sur place, les télévisions. Salle de presse tous les jours, pas à remonter. Le maillot du jour, avec le maillot étoilé. Regardez comme il est joli ce maillot. Alors, ce maillot a une très belle histoire, puisque c'est le maillot de leader du Tour de la Communauté Européenne, qui n'existe plus, qui a été une époque Paris-Luxembourg, d'où l'inscription RTL. Alors justement, je fais une toute petite parenthèse sur RTL. Moi, quand j'étais petit, c'était Radio Luxembourg. La radio a eu une grande importance au début du Tour de France. Hein. Oui, on en parlera dans la lettre R d'ailleurs. Je m'en doute, parce que la commission là, un petit bonjour aux amis de la radio qui suit aussi le Tour de France. La TSF. La TSF, je vous ai coupé, Xavier. Oui, donc c'était ce maillot bleu, bien sûr, étoilé, qui parle de lui-même, comme étant le maillot du Tour de la Communauté Européenne. Je rappelle que ce Tour de la Communauté Européenne, en 86, a permis quand même de révéler un dénommé Miguel Indurain, qui l'avait gagné. L'année d'après, on a eu Marc Madiot, on a eu Laurent Fignon, tout de même un très beau palmarès dans cette épreuve, qui avait
le mérite de se promener à travers l'Europe, ce qui n'était pas non plus, plus que le Tour de France encore, traverser par exemple, quand on a fait Rome-Bruxelles pour marquer l'anniversaire du traité de Rome, on a traversé 6 pays. Bien, eh bien j'espère qu'en ce moment où on parle beaucoup de l'Europe, que peut-être que le tour de la communauté européenne reviendra un jour, on ne sait jamais, et on verra ce maillot étoilé. Non, c'est pas votre souhait? Ah, moi je le souhaite vivement. Bon, très bien. Demain, la lettre R. À demain, bonsoir Xavier. Bonsoir. Ou après-demain, je ne sais plus. Je fais comme vous, moi tous les soirs, j'attends la rubrique Le Tour de A à Z avec Xavier. Louis Xavier, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que j'en apprends moi aussi tous les jours. Nous sommes à la lettre R. Alors, lors de notre dernière émission, on a évoqué très rapidement R comme radio, parce qu'on a parlé du reporter radio. Alors, R reporter, ça va ensemble. Il doit y avoir des grands souvenirs aussi au niveau de la radio et au niveau des reporters. Oui, d'abord, plus près de nous, parce qu'on ne va pas remonter, on peut le citer, à Georges Briquet, mais on n'est pas là pour faire complètement en rétro. Donc, radio plus près de nous, ce sont les Colombiens. Parce que les Colombiens, ils ont apporté, vous savez, ce qu'on retrouve aussi en football avec les Brésiliens et les Colombiens aussi d'ailleurs, c'est des types extraordinaires. Les reporters brésiliens filmés en train de faire leurs commentaires. Alors, les Colombiens racontant la course, d'abord, ce sont des connaisseurs de la course hors pair. Ils sont capables de faire, à l'arrivée d'une étape, le classement général, de l'établir plus vite que le jury. Mais j'allais dire plus vite que l'ordinateur, quasiment. C'est extraordinaire pour ça. Ils ne se trompent pas du tout. Et en plus, alors, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des animateurs. J'ai vu des courses en Colombie, ils ont un système de camions qui se relaient, avec une espèce de tourelle comme dans un char. Donc ils ont une vision panoramique de la course. Ils pivotent en quelque sorte, avant, arrière, voir ce qui se passe. Et ils inventent quand il ne se passe rien. Ils sont capables de raconter, moi j'ai vécu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Ils ont raconté qu'Herrera avait crevé, etc. Herrera est en plein milieu du peloton, il ne se passait rien à ce moment-là. Ils ont raconté qu'Herrera avait crevé, qu'à ce moment-là ça attaquait devant, qu'il était en train de revenir, aidé par ses équipiers, etc. C'est extraordinaire, ils inventaient une histoire. Et il faut dire une chose, la force de la radio, c'est lorsqu'il n'y a pas la télévision. Et la radio est évidemment beaucoup plus forte avant-guerre, puisque Félix Lévitan, Jacques Godet le rappelait souvent, il dit ce qui est formidable avec la radio à l'époque, c'est qu'on pouvait inventer des choses, raconter des choses, être lyrique pour des choses qui n'existaient pas en fait, puisque personne ne pouvait vérifier. Aujourd'hui, quand vous faites de la radio en direct et qu'en même temps le tour est retransmis à la télévision, on ne peut rien inventer. Et donc le métier de radio a perdu un petit peu de son attrait, mais heureusement nous avons les Colombiens. On aurait presque pu faire croire à une étape qui n'existait pas. Règlement, on en a parlé un petit peu lors de certaines émissions précédentes, donc on n'y revient pas, je crois pas. Hein. Oui, simplement, on rappelle que le règlement, c'est la Bible pour certains. On avait dit que c'était pour Anquetil le cas, que ce règlement est remis au départ du Tour. Il reprend d'ailleurs les règlements généraux de la fédération, mais un petit mot sur le règlement pour dire que souvent, c'est le règlement particulier du Tour de France qui a servi après, qui a été repris dans les règlements généraux du cyclisme. Donc le Tour de France sert, comme dans d'autres domaines, de pionnier, en quelque sorte. Alors, j'ai évidemment, R, forcément, on aurait pu mettre S d'ailleurs, Stéphane Roche, Rominger à côté. Oui. Et dans la foulée, j'ai route et rouleur, parce que ce sont peut-être des rouleurs aussi, ceux-là, je ne sais pas. Et oui, parce Allez, que on enchaîne tout, là. Ce sont bien évidemment des rouleurs, puisque pour gagner le Tour de France, pour être dans les premiers comme Rominger, il faut être un rouleur. Donc rouleur parce que c'est synonyme. Rouleur, ça ne veut pas dire qu'on roule bien, ça veut dire qu'on est bon contre la montre, surtout dans l'exercice solitaire. Je rappelle ce qu'est le contre la montre, parce qu'on est tout seul et qu'on prend le temps. Contre la montre. C'est pour ça qu'on dit, voilà, il faut se battre. Comme nous en ce moment, quoi. Il faut faire le moins de temps possible. Voilà, un petit peu comme nous. Et puis, Stéphane Roche, Rominger, parce que ce sont deux exemples intéressants, deux coureurs d'ailleurs d'une autre Europe, j'allais dire, Suisse et puis Irlande, qu'on avait moins coutume de voir dans la tradition du Tour de France. Stéphane Roche, je dirais que ça correspond aussi, comme j'ai eu l'occasion de le dire pour Greg LeMond, à ce nouveau cyclisme, c'est-à-dire ces coureurs plus souriants, avec plus de recul par rapport aux choses du cyclisme. Très blagueur, oui, Stéphane Roche, c'est comme LeMond d'ailleurs, c'est la même génération. Vous m'avez raconté une anecdote une fois sur Stéphane Roche à propos de catch oui, le soir de l'année où il a gagné le Tour de France en 87, la veille de l'arrivée, il racontait dans l'émission de Jacques Chancel, il dit moi les catch, parce que c'était le maillot des catch, le maillot rouge, le maillot des catch, il dit moi les catch, j'ai toujours cru que c'était pour tuer les mouches, mais j'ai compris que c'était pour tuer les coureurs plutôt. Il dit j'étais cuit chaque fois que je devais faire des catch. Donc ça c'est un grand coureur, Rominger aussi, forcément. Rominger, un des favoris du Tour 94, je crois qu'il faut le dire, et sûrement le grand rival de Miguel Indurain.
Alors moi j'ai route, je suppose que vous vouliez me parler de ceux qui roulent bien sur les routes, mais moi je voulais faire une petite parenthèse sur l'état des routes en même temps, parce que vous êtes obligé de prendre certains itinéraires quand même. Alors d'abord, le Tour ne peut plus aller partout, et c'est vrai que certains passages posent de réels problèmes à cette fameuse caravane de 3500 personnes. On ne peut plus aller dans des sentiers de chèvres, comme le Tour empruntait avant la guerre encore. Maintenant c'est impossible, donc on prend plutôt des belles routes. Et ça fait qu'on roule plus vite aussi d'ailleurs. Et puis surtout, ce qui est amusant, c'est de voir que l'itinéraire du Tour est l'occasion pour les conseillers généraux de refaire les routes. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver l'itinéraire du Tour en retrouvant les routes qui sont en réflexion. Bon, je connais certains départements où je vais essayer de m'arranger pour que le Tour de France y passe régulièrement. Le maillot du jour. Le maillot du jour, il a une très belle histoire, il est beau aussi, un petit peu émouvante pour moi, puisque Vedernikov est arrivé au Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir avait toujours lieu en septembre, juste après, quelques jours après le championnat du monde. Et Vedernikov, champion du monde, n'ayant plus besoin de son maillot soviétique, m'a offert ce maillot qu'il m'a dit, en tout cas, avoir porté le jour où il a été champion du monde. Voilà, une belle histoire pour ce maillot donc de l'ex-Union soviétique. Un maillot de champion du monde. Qui était maillot d'un corps qui est devenu champion du monde. Très bien. Xavier, merci. La prochaine fois, nous serons à la lettre S. On parlera peut-être des virages, après tout, je ne sais pas. Bonsoir. La lettre S déjà, bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors lettre S, je regarde mon petit abécédaire. J'ai suiveur, j'ai spectacle, j'ai sprint, j'ai soleil, et soleil j'ai B. À côté ça doit vouloir dire boisson. Parce que je suppose que quand il y a du soleil, et Dieu sait qu'il y en a, dans certaines étapes, il faut boire beaucoup sûrement. Oui, alors on a parlé du règlement hier. Bien, les règlements pendant des années, dans les courses cyclistes d'ailleurs, interdisaient les ravitaillements en boisson. C'est vrai que c'est compliqué à organiser parce que souvent ça donne lieu à une certaine triche, on descend la voiture, on s'accroche, etc. Mais les médecins ont tous dit qu'il fallait au contraire permettre l'alimentation en boisson. C'est très grave de ne pas boire. À la lettre S, on aurait pu parler de Simpson. Et si on parle de Simpson, on dit dopage, mais en fait, si c'était le dopage qui tuait les athlètes, je veux dire, il y aurait malheureusement de nombreux morts. Mais en fait, c'est surtout l'insolation qui a tué Simpson. C'est ça, c'est une conjonction d'un certain nombre de facteurs. Et l'insolation, c'est quelque chose de grave. Et dans une course cycliste, il est donc important qu'il y ait le ravitaillement en boisson. Et dans le Tour de France, il y a quelque chose de très bien organisé avec le camion froid à l'arrière, qui permet donc au deuxième véhicule d'équipe, puisqu'il y a 2 véhicules par équipe, plus d'ailleurs le véhicule de soigneur qui lui rejoint à l'endroit des ravitaillements, eh bien il y a maintenant une possibilité de ravitailler toujours en boisson fraîche, donc ça permet après aux coureurs, aux fameux équipiers de descendre à la voiture, d'aller chercher la boisson à tout moment, c'est-à-dire qu'en fait à tout moment, 50 km après le départ, puisque c'est pas nécessaire avant, ils ont déjà les bidons sur le vélo, et puis on arrête à 30 km de l'arrivée, puisque là, bon, d'abord, c'est plus tellement le moment de penser à descendre aux voitures, et puis pour éviter là justement qu'il puisse y avoir une certaine triche en tout cas. Est-ce que ce qu'ils boivent a changé? Parce que bon, de mon temps, comme dit l'autre, c'était la fameuse bouteille qui avait une forme particulière avec de l'eau gazeuse, et maintenant c'est plutôt des boissons sucrées, très sucrées. C'est le hasard ou c'est... Non, parce que c'est... Je crois qu'on peut les citer. Il y a eu Perrier pendant des années sur le Tour de France, qui était le sponsor, qui était un des parrains, on a parlé des parrains aussi. Et puis, il y a eu Coca-Cola. Et puis, on a dit, le Coca, c'est pas très bon, parce qu'il y a plein de bulles, le Perrier aussi, d'ailleurs. Et puis, finalement, il y a des coureurs, comme Fignon, par exemple, qui en ont bu énormément l'année. Peut-être à cause de ça. Gagné à cause de ça. C'est vrai qu'il y a un peu de caféine dedans, c'est interdit maintenant, la caféine. Enfin, à certaines doses, en tout cas. Et donc, en fait, il n'y a pas de règle. Je crois que c'est chaque individu qui supporte ou qui ne supporte pas. Ceci dit, il y a quand même beaucoup d'eau, et puis il y a aussi de plus en plus de boissons énergétiques en fait. C'est-à-dire, vous savez, qu'un certain nombre de vitamines qui sont mis dedans, de sels minéraux, qui permettent une reconstitution immédiate en fait de l'organisme. Donc boire quand il y a beaucoup de soleil, mais ça on peut le conseiller à tous les gens qui font du vélo, même pour la promenade. Il ne faut pas trop boire non plus. Non. Alors c'est ça, on s'arrête trop des souvent. coureurs, celui qui boit trop tout d'un coup, il a l'estomac trop lourd. Il faut savoir aussi que par exemple, on ingurgite, je crois, on digère immédiatement à peu près 15 centilitres à la fois. Alors il ne faut pas évidemment commencer par avaler un bidon entier, ce qu'on a tendance à faire quand on a eu très chaud, parce que là ça pèse très lourd.
Les bidons qu'on jette sur le bord de la route d'ailleurs, que les jeunes rattrapent pendant la collection. C'est très important parce que ça fait partie justement de la pub en quelque sorte. Et puis c'est intéressant d'avoir un bidon qu'on a récupéré d'un coureur du Tour de France. C'est un coureur qu'on connaît, qu'on reconnaît sur le passage. Est-ce comme le sprint évidemment? Alors le sprint, bon, on sait ce que c'est, hein, c'est l'emballage final de ces coureurs. On a dit que c'était dangereux, on a parlé, c'est vrai que là il y a un certain danger. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer, parce que quand on le suit à la télévision, c'est de comprendre ce qui se passe dans les derniers kilomètres d'une étape qui va arriver au sprint. C'est de voir les équipiers de celui qui est censé être capable de gagner le sprint. Il y a les équipiers qui l'emmènent. C'est un rôle très très important, parce qu'à ce moment-là, le coureur s'abrite, le coureur en question s'abrite au maximum dans la roue de ses équipiers, qui vont se relayer un maximum pour tenir jusqu'à 500 mètres, 300 mètres, et puis se dégager. Alors, évidemment, il y a tous ceux qui cherchent à en profiter, des autres équipes qui ont de moins bons équipiers, et c'est là bien sûr où on tire le maillot, où ça frotte un peu. C'est un art extraordinaire que l'hélicoptère maintenant permet de bien montrer, ce qu'on pouvait moins facilement faire avant. Ça fait partie aussi de ce fameux mystère du peloton dont je parlais, les choses qu'on ne voit pas de l'intérieur du peloton, que même les caméras aujourd'hui, qui peut avec l'hélicoptère, les gros plans qu'il y a maintenant, l'hélicoptère devient, des choses qu'on ne voyait pas. Voilà, oui, tout à fait. Presque indiscret, il est presque indiscret. Bon, alors il y a S comme spectacle, mais quand on dit Tour de France, c'est un pléonasme quand même. Hein, parce que, oui, bon, le mot on en a spectacle. Parlé avec le peloton, la caravane, bon, c'est le spectacle du Tour de France. C'était surtout pour parler du spectacle du Tour, c'est-à-dire le spectacle qui accompagne le Tour de France. Les plus grandes vedettes françaises ont fait le Tour de France, avec des spectacles qui ont lieu généralement, ou le soir même, maintenant c'est plutôt la veille d'ailleurs, pour des questions de sommeil aussi. Mais il faut savoir que le Tour de France, c'est ce côté 14 juillet quotidien qui fait qu'il y a aussi le musical, les flonflons, l'accordéon longtemps qui a accompagné le Tour de France. Et donc c'est important de rappeler qu'il y a en même temps ce spectacle qui accompagne le Tour, en même temps que la caravane publicitaire. La grande fête populaire Suiveur, on en a parlé un peu, mais il n'y a pas grand-chose à Suiveur, rappeler effectivement tout le folklore des suiveurs du Tour, rappeler qu'ils sont 3500. Et que ça fait beaucoup de suiveurs pour un coureur, puisqu'il y a à peu près 200 coureurs et 3500 suiveurs, donc 3300 à peu près pour 200 coureurs. Alors, je prends en défaut votre collection, Xavier, parce qu'on arrive au maillot du jour. C'était le maillot de la Suisse. Alors moi, dans ma tête, c'était un maillot rouge, une croix blanche. Vous ne l'avez pas, celui-là. Non, mais là, on triche. Vous n'avez pas ou quoi? Vous la volez? Non, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu parce que, vous savez, ils sont très lents à la détente, les Suisses. Alors, à chaque fois, je leur demandais le maillot. Ils me disaient, oui, demain, on va vous donner le maillot. Et puis donc, j'ai dû prendre un maillot qui est tout de même un maillot suisse, d'une équipe suisse, qui s'est illustrée il n'y a pas longtemps. Avec une publicité suisse, je suppose, dessus. Voilà, bien sûr. On a tout compris. Peut-être dans la finance. On a tout compris. Demain, nous serons à la lettre T. Alors là, T, il y aura sûrement télévision, sûrement, et moyens, et gros moyens de diffusion, je suppose. Hein. C'est très important sur le Tour. Xavier, à la prochaine, comme disait l'autre. On reprend notre vélo. Bonsoir. Nous arrivons tranquillement à la lettre T, Xavier Louis. Et oui. Alors, pour les gens qui prennent cette émission en cours de route, qui n'étaient pas avec nous peut-être à la lettre A, je rappelle quand même que vous avez fait combien? 12 Tours de France? 12 Tours de France. 10 comme directeur adjoint, 2 comme directeur. Donc ça laisse des traces quand même, ça. Hein, c'est beaucoup de traces, de bons souvenirs. Des bonnes traces. Oui. Et c'est pour ça que lorsqu'on effeuille ou qu'on tourne les pages de cet abécédaire, forcément, il y a toujours quelque chose à raconter sur une lettre. Alors moi, je suis à la lettre T. Alors évidemment, j'ai pensé à la télévision, qui dit télévision dit TDF, et puis on va peut-être parler Tourmalet, on parlera course en côte sûrement, et puis on parlera forcément de Thévenet, surtout en Périgord, il n'a peut-être pas des bons souvenirs. Et aussi en télévision. Et aussi en télévision, oui. Alors, on parle de quoi là? On prend comment dans l'ordre? On dit Tourmalet, on dit Thévenet, on dit télévision? Télévision. Ouais. Télévision, nous y sommes. Tout de même, il y a une histoire extraordinaire entre le Tour de France et la télévision. Tous ceux qui ont écrit l'histoire de la télévision, l'histoire des directs télévisés, parce que tout de même, la télévision, au début, ça se passait dans un studio, puis ce qui était merveilleux, c'est l'aventure de la télévision, quand on a commencé à pouvoir réaliser des reportages en direct, à appeler un endroit de France après du monde. Et les premiers reportages en direct à la télévision, à l'époque de Pierre Sabag, c'était sur le Tour de France. Et le Tour de France a permis, au fond, de faire progresser les moyens de la télévision, à la fois les moyens de diffusion, les moyens matériels aussi, toutes les caméras HF par exemple, les caméras sur les motos. Bien avant la Formule 1, on a fait ça sur le Tour de France. Et donc, je crois que c'est très lié à la télévision aujourd'hui. Et la télévision le rend bien au Tour de France, puisque c'est merveilleux maintenant ce qui est fait en qualité, en moyens, c'est quelque chose de considérable. De considérable. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de participer, les gens de télévision qui ont pu participer au Tour de France, à un échelon ou à un autre,
vraiment disent que c'est une école formidable. Et en plus, pour le Tour de France, on pourrait le dire, je crois, pour tous les sports qui sont dits télévisés et des fois sur-télévisés, au début, les gens avaient tendance à dire si c'est à la télévision, les gens ne vont pas venir sur les stades ou ne vont pas venir au bord de la route. Et c'est le contraire qui s'est passé. C'est une bonne remarque, parce qu'on s'est demandé, oui, ça c'est une chose qu'on retrouve ailleurs, effectivement. Le Tour de France a cette particularité, et on le dira jamais assez, c'est le seul événement qui vient devant votre porte. Quand on va au fin fond de la France, le Tour de France, c'est extraordinaire. C'est souvent pour certains villages, c'est le seul événement du siècle, parce que quelquefois il ne repasse pas, il passe rarement. Eh bien, on pourrait se dire, aujourd'hui avec la télévision, au fond le Tour de France, chacun l'a chez soi. Donc, quelle importance d'aller sur le bord de la route pour moins bien le voir qu'on ne le voit à la télévision. Vrai, oui. Mais vous savez ce que c'est la magie de l'événement qu'on peut pratiquement toucher, qu'on peut voir comme ça, dire j'y étais. Et c'est ce qui fait qu'au contraire, le Tour de France a plutôt amené encore plus de monde sur le bord des routes. Et le bruit d'un peloton qui passe la caravane fait beaucoup plus de bruit. Oui, mais le peloton, c'est quelque chose de magique. Je dis bruit, mais en disant, il y a une poésie dans le bruit du peloton. Le bruit des rayons. Le bruit des rayons. On est à Thévenet, Tourmalet. C'est lié? Non, peut-être pas. C'est lié parce que l'une des grandes victoires de Bernard Thévenet, l'une de ses révélations, c'est une étape de la Mongie, dans le Tourmalet, parce que c'est un grimpeur. Et alors, parlons d'abord de Bernard Thévenet. Bernard Thévenet, c'est vrai que on l'oublie un peu, parce que ça tient d'abord à sa nature. C'est pas un coureur, c'est un homme de la campagne, du Charolais, un homme du Charolais, discret, pas exubérant, mais qui tout de même a gagné 2 Tours de France. C'est tout de même celui qui a vaincu Merckx, peut-être à un moment, 75-77. Bon, Merckx était plutôt sur le déclin, mais tout de même, il fallait quand même le battre, je pense, en 75 notamment. Et donc Bernard Thévenet, c'est un coureur très attachant, qui aujourd'hui d'ailleurs est lui-même repassé à la télévision, de l'autre côté, et qui connaît très bien le vélo. Je trouve que c'est un bon exemple de ce coureur qui a franchi tous les échelons de l'équipe de France amateur, qui est resté longtemps dans le peloton professionnel, et donc qui mérite quand même ce coup de chapeau. Pour moi, ça reste un très grand champion. Oui, je crois qu'il reste aussi dans les mémoires, alors que peut-être d'autres ont été un peu oubliés. Thévenet, non? Peut-être à cause justement de sa espèce de gentillesse naturelle qui passe bien à l'écran. Quand on le voyait avec son bouquet, on avait envie de l'applaudir, même assis dans son fauteuil à la maison. Bon, on a dit télévision, on a dit TF, Thévenet, Tourmalet. Bon. Alors, l'école, oui. Le Tourmalet, parce qu'on a tous en tête des noms de grands cols, alpestres ou pyrénéens. On pense au Tourmalet, Lobis, Caspin, Persourde, mais on pense aussi Izoard, Vars, Galibier, Lautaret. Tout ça, ce sont des noms qui aujourd'hui ont donné une notoriété mais fantastique à tous ces cols. Je dirais que c'est une façon d'apprendre sa géographie. Quand on est gamin, c'est merveilleux d'apprendre ces cols. Je crois que sinon, d'ailleurs, entre nous, s'il n'y avait pas le Tour de France, je ne suis pas sûr qu'on connaîtrait aussi bien tous ces grands cols. C'est bien aussi, ça, vous avez raison, ça fait un peu de la pédagogie. Le maillot du jour. Le maillot du jour, hein, encore un superbe maillot. Et ils sont beaux ces maillots nationaux. C'est le maillot de la Tchécoslovaquie. Alors malheureusement, là aussi, ce maillot n'existe plus aujourd'hui. Eh bien, qui a porté ce maillot? On pourrait donner des noms. Jiří Daler, par exemple, ou Jiří Skoda. Skoda qui s'est illustré sur le Tour de l'Avenir. Jiří Daler qui a été un coureur qui a été dans une équipe olympique notamment, qui a dû avoir un titre d'ailleurs, c'était en poursuite, et qui a été professionnel chez les Italiens. Sinon, il y a encore eu peu là, de coureurs, si on compare avec les Russes par exemple, il y a eu peu de coureurs tchèques qui ont réussi dans les rangs professionnels. Je pense que ça viendra aussi. Bien Xavier, on se retrouve demain à la lettre U. J'espère que nous aurons le système pour en parler bien. À demain. Le tour de A à Z, c'est la lettre U déjà. Xavier, bonsoir. Bonsoir. U, alors évidemment quand on dit U, on dit système U forcément. Oui, c'est vrai que ça vient à l'esprit. Oui, c'est une équipe. C'était un sponsor. C'était un sponsor. C'était un sponsor, c'est de la grande distribution. Laurent Fignon notamment a été leader de cette équipe. Il a même dû gagner le Tour de France sous ce maillot. Donc c'est pour rappeler que la grande distribution, d'ailleurs d'une manière générale, comme la télévision lui est interdite, est un sponsor, un parrain habituel des équipes cyclistes, amateurs ou professionnels d'ailleurs. Et donc c'était logique de retrouver ce système U, qui était le système Guimard en même temps. Mais ce qui est bien, je trouve,
surtout dans le Tour de France, c'est que tout ce qui est la publicité est faite avec les parrains ou les sponsors. Il n'y a pas un côté mercantile. On sent qu'il y a un échange. Bon, ils font de la publicité, c'est normal. Le Tour de France, il faut de l'argent, c'est normal. Mais il y a une espèce de convivialité où on mélange le sport, l'argent et le spectacle qui ne fait pas malsain, comme dans certains sports. Oui, c'est ce qu'on retrouve quand même dans le parrainage. Souvent, le parrainage, il y a une implication d'ailleurs des dirigeants des firmes en question. Bon, et quand ils choisissent le golf ou le tennis ou le cyclisme, souvent ça correspond un petit peu à un goût personnel. Ils s'impliquent eux-mêmes. L'intérêt du cyclisme par rapport aux autres sports que j'ai cités, c'est que le cyclisme, il se déplace. Et donc, quand vous existez, par exemple, sur un pays comme la France, et que vous êtes présent partout, l'intérêt d'avoir une équipe qui va aller au fin fond de la France, à ces quatre coins, et qui va permettre de véhiculer votre image, votre marque, c'est un support idéal, en fait. Donc, ce qui explique que le cyclisme se prête bien à ce type de parrainage. Oui, on sent qu'ils sont contents d'y être. Si ça rapporte, tant mieux. Mais si ça ne rapporte pas, après tout, le plaisir d'y être oui, l'emporte souvent. Enfin, ils préfèrent avoir des résultats. Oui, je m'en doute, bien sûr. J'ai eu, et je crois que ça va vous plaire, ça. J'ai eu comme UCI. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui, ça dit quelque chose parce qu'il faut savoir qu'il y a, on a parlé de fédération. Le cyclisme, autrefois, il y avait deux fédérations. La fédération des amateurs, FIAC, Fédération internationale des amateurs de cyclisme, cyclisme amateur, pardon, pas des amateurs de cyclisme aussi, et puis FICP, Fédération internationale du cyclisme professionnel. Sachant que la langue française est d'ailleurs la langue reconnue comme la seule valable en quelque sorte dans le cyclisme. C'est une chose importante. Et puis il y a une fédération qui gère les deux, c'est l'Union cycliste internationale, mais qui n'était qu'un chapeau. Et maintenant, il n'y a plus d'amateurs, il n'y a plus de professionnels, il n'y a plus que l'Union cycliste internationale, donc fameuse UCI. Quand on en parle, les règlements, par exemple, sont faits par l'UCI, les problèmes de contrôle antidopage sont faits par l'UCI, et puis il y a un classement. Il y a un classement international des coureurs. Que vous connaissez bien. Ben, je connais parce que je l'avais préconisé en 1983 dans un premier ouvrage que j'avais fait, dans Made in Tour de France, et puis grâce au magazine Vélo, qu'il l'a repris aussi à son compte. Enfin, on a travaillé dessus ensemble. Le magazine Vélo l'a proposé à l'époque à la FICP, donc à la Fédération professionnelle. Ce classement est devenu le classement des coureurs professionnels et aujourd'hui, il est en train de devenir le classement UCI, classement de l'Union cycliste internationale. Donc ça permet d'avoir un argus à tout moment, chaque mois, des coureurs cyclistes. Alors, est-ce que, je reviens 30 secondes sur le championnat du monde qui se court une journée, et le jour-là, il est le meilleur. Est-ce que ça se rapproche un peu du classement de Formule 1, là, des courses automobiles un peu, pour arriver à donner le champion du monde, qui n'est pas forcément celui qui a gagné le championnat du monde? Alors, c'est un peu ça. Ça s'en rapproche avec une variante. C'est-à-dire qu'on met des points en fonction des places, sur toutes les grandes épreuves. Le Tour de France, d'ailleurs, parlons-en. Et la course qui donne le plus de points, mais également une victoire d'étape donne des points. Le fait de porter le maillot jaune donne des points, hein, en fonction du nombre de jours. Et donc, c'est ce classement de points qui permet à tout moment d'établir ce classement. Alors, une différence avec d'autres classements qui existent dans d'autres sports, c'est que c'est en même temps un classement de notoriété, en ce sens que quand vous gagnez le Tour de France, l'année d'après, vous gardez une partie des points. Garder un tiers des points, moi à l'époque j'avais proposé 50%, puis 25% 2 ans après. C'est-à-dire que vous ne disparaissez pas comme en tennis par exemple, en quelques mois du classement si vous êtes blessé par exemple. Vous restez un bon moment, donc si vous avez eu des grandes victoires qui vous donnent de la notoriété, vous pouvez rester un moment avec de la méforme ou une blessure et rester néanmoins relativement bien placé dans ce classement. Maillot du jour, il est beau aussi. Ah, c'est un maillot U comme USA. Oui, c'est un très beau maillot. C'était un des maillots de Greg LeMond quand il est venu sur le Tour de l'Avenir. Et ça veut dire que le cyclisme commence un tout petit peu à poser ses cale-pieds aux États-Unis? C'est un petit peu décevant quand même. Oui. C'est un petit peu décevant parce que le cyclisme, la pratique du cyclisme fonctionne bien aux États-Unis. Notamment, on le voit avec le VTT, ce qu'ils appellent aussi le mountain bike là-bas. Et malheureusement, au niveau de la compétition, le Tour de France a un certain succès, il est retransmis à la télévision, encore qu'il est plutôt un peu moins retransmis qu'il n'a été à une époque. Et les courses cyclistes, il n'y a pas encore une grande course cycliste aux États-Unis. Ça, c'est malheureux parce qu'il y a eu des tentatives d'essayer de faire l'équivalent du Tour de France, hein, même en restant modeste, mais quand même de faire des... Il y a eu le Tour du Colorado, qui a au moins été une très belle course, il y a le fameux Tour du Pont aujourd'hui, mais toutes ces courses n'arrivent pas véritablement à trouver à la fois j'allais dire le style qui va à la fois aux États-Unis, mais qui correspond aux impératifs du cyclisme moderne.
Et c'est encore à venir, je crois, malheureusement. Ceci dit, rappelons que le champion du monde est encore un Américain, Lance Armstrong. Prochaine émission, lettre V. Ça pourrait être G, parce que je crois qu'on va parler de grimpeur, j'ai l'impression, voilà, la prochaine fois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Lettre V déjà, Xavier. On entame la descente pratiquement vers la lettre Z. Alors lettre V, moi, j'ai vélo, on va sûrement parler de la technique du vélo. J'ai V comme ville-étape pour parler peut-être publicité des retombées sur une ville-étape, parce qu'il doit y en avoir. Et puis j'ai V comme grimpeur. C'est parce que j'ai Van Impe et j'ai grimpeur écrit à côté. Oui. C'est pas par hasard, sûrement non plus. V comme Van Impe, parce que Van Impe, qui a gagné le Tour de France 1976, Vous êtes sûr que c'est 76 qui c'est toujours, je pense que c'est 76. J'arrive pas à le coincer. 1976. Je pense, hein, on peut se tromper. Van Impe, qui était d'ailleurs drivé par Cyril Guimard à l'époque, ce grimpeur belge, donc rappelons qu'il est belge. Mais il y a beaucoup de montagnes. Mais surtout Van Impe, il a l'image du jockey. Il a l'image du jockey, alors on verra quand on verra le maillot à pois, que c'est un petit peu ce qui a inspiré ce maillot à pois. Et beaucoup de souplesse dans les jambes, très amusant. Assez reculé sur sa selle quand il grimpait. Alors, c'est le type même du coureur qui devait à un moment gagner le Tour de France. Parce qu'étant grimpeur, il finissait régulièrement dans les 5 premiers. Et puis, au fond, il a suffi d'une année où il a à la fois, j'allais dire, un petit peu un concours de circonstances, un bon directeur sportif, l'absence des grands qui étaient à même de lui prendre suffisamment de temps contre la montre, par exemple, pour l'empêcher de gagner le Tour de France. Et il a fini un peu, j'allais dire, par élimination ou au finish, à remporter un Tour de France, qui était mérité d'ailleurs, c'est pas ce que je veux dire, mais en même temps, Van Impe ne laisse pas l'image d'un super champion du cannibale comme Eddy Merckx, son compatriote. On a vélo, parce que technique, c'est vrai que depuis quelque temps, il suffit de regarder les machines, comme on dit, hein, ou certains derniers records de l'heure, les machines ont changé quand même. Hein. Oui, alors ici, on a un vélo qui date un peu. Je rappelle que c'est le vôtre, hein, et vous y tenez beaucoup. Enfin, c'est le mien et c'était celui de Jacques Esclasson, donc je le rappelle, en 1978. Donc vous voyez, vous vous rendez compte les modifications qui ont été apportées. Alors déjà, ce vélo a eu quelques modifications depuis 1978. Les pédales, par exemple, ont été modifiées, puisque maintenant, on n'a plus ces pédales où il fallait avoir des courroies, ça blessait les pieds. On a ces fameux systèmes qui sont issus d'ailleurs du ski. Sont issus du ski, donc la avec des blocages, oui, en fait. Un blocage qui permet de retirer, en termes de sécurité, c'est bien meilleur, qui permet de retirer immédiatement le pied. En fait, c'est très agréable. Alors, ne le prenez pas mal, mais c'est déjà un vieux vélo, ça? C'est déjà un vieux vélo, parce que, je vais vous donner un exemple, la selle, déjà, on a maintenant des systèmes d'appui fessier, sinon dorsaux, pratiquement, qui permettent d'avoir un meilleur point d'appui au niveau du fessier. Nous avons des dérailleurs électroniques, c'est-à-dire il ne devrait plus y avoir de manettes là. Les manettes devraient être cachées avec celles du frein et avoir un système d'impulsion électrique qui permet de changer automatiquement les vitesses. Même chose, le dérailleur que l'on voit, la roue libre arrière. Il y a 6 dentures, ce qu'on appelle 6 pignons si vous voulez. En fait, maintenant on a des roues avec 8 dentures. Le moindre cadet aujourd'hui, si vous voulez, un vélo avec 8 dentures. Donc ce qui permet d'avoir un étagement plus important. Et les espèces de compteurs, là, c'est quoi? Alors les compteurs, ça, ce sont des mini-ordinateurs qui permettent de vous donner la moyenne, de vous donner bien sûr l'heure, la vitesse instantanée, la vitesse maximum, enfin tout un tas d'informations. Et puis on peut maintenant adjoindre aussi des cardiofréquencemètres. Vous avez votre rythme cardiaque que vous affichez. Voilà, que vous affichez. J'ai parlé aussi des écouteurs qu'ont certains coureurs qui permettent d'être en liaison avec le directeur sportif. Donc, et puis, alors, il manque aussi sur ce vélo le fameux guidon de triathlète, qui là, je dois dire, pour une fois, n'a pas été une découverte du Tour de France, car beaucoup d'innovations viennent du Tour de France ou sont testées sur le Tour. Le guidon de triathlète a été importé, comme son nom l'indique, par les triathlètes, et c'est notamment Greg LeMond qui l'avait apporté en quelque sorte sur le Tour de France. Mais avec toutes ces modifications, ne me dites pas qu'un jour on va mettre un moteur sur ce vélo quand même, non? C'est tout ce qui manque, effectivement. Mais vous savez que vous parlez de moteur, mais quand on a eu, il manque aussi, là on pourrait voir une roue, ce qu'on appelle une roue lenticulaire, une roue pleine. On a toujours imaginé qu'il y avait à l'intérieur de la roue ce qu'on appelle des maslottes, qui permettaient un effet, si vous voulez, d'entraînement, qui en quelque sorte vous donniez de l'énergie qui après vous était rendue. Vous étiez restitué. On a toujours pensé que dans le record de l'heure, par exemple, dans certains records de l'heure, ça a pu être utilisé. Un peu comme certains nageurs qui se rasent et qui s'épilent les jambes. Alors, les coureurs s'épilent, évidemment, puisque ça fait partie... on n'en a pas parlé, d'ailleurs, on peut en parler à eux comme épilation, mais
il faut savoir que les coureurs, pour 3 raisons en fait, pour des raisons Pour le esthétiques, massage, pour des raisons esthétiques, pour le massage, Ouais, ça fait mal. parce que les jambes poilues, la pommade dessus, c'est pas l'idéal, et pour les chutes, parce qu'effectivement, Ah oui. c'est mieux pour nettoyer une plaie D'accord. d'avoir des jambes rasées. Voilà. On va venir à la ville-étape, parce qu'effectivement, lorsque le Tour de France passe... Alors, rapidement, comment on fait? Moi, je suis maire d'une ville, je voudrais que le Vous Tour de écrivez au France... Tour de France. Voilà. Vous écrivez au Tour de France, vous dites, on a une superbe ville, on veut recevoir le Tour de France. Mais on n'a pas de sous. Alors, si vous n'avez pas de sous, c'est ennuyeux. Il faut demander Faut un au peu de conseil sous, général, il faut demander au conseil régional, il faut demander des Faut un aides. peu de sous. Oui, parce qu'il faut 600 000 francs. D'accord. Il faut 600 000 francs si vous voulez avoir le départ et l'arrivée. Et puis, ça coûte aussi parce que vous allez faire des choses autour de cela. Hein. Vous allez construire des tribunes, vous allez arranger un petit peu vos ronds-points pour que les coureurs, pour que ce ne soit pas dangereux. Vous allez faire de la promotion. Mais vous allez avoir des retombées, puisque vous allez avoir 3500 personnes qui vont venir loger dans la ville ou aux alentours, ce qui d'ailleurs est un problème, parce que pour qu'on puisse faire étape dans votre ville, il faut que vous ayez 3500 lits dans 50 km à la ronde, hein, et dans la ville. Donc ça, c'est un problème. Puis donc, il y a toutes les retombées de cette caravane qui va consommer donc, de l'hôtellerie, du restaurant, du carburant, qui va acheter diverses choses, y compris le ravitaillement. Pardon, ça veut dire que ça... Je ne voudrais pas faire trop long, mais ça veut dire que ça élimine un peu des petits villages. Oui, sauf qu'il y a eu des exemples où on est un petit village, on est à proximité d'une grande ville. Voilà, pour le logement, c'est le cas quelquefois en montagne. On a l'exemple de Chaumeil, plus petit village qui a reçu le Tour de France, c'était au sommet des Monédières. Donc voilà un exemple, on est allé se loger à Brive, à Ussel. Et lorsque vous passez dans un petit village, lui, il ne paye pas quand même, le petit village. Ah, le village, quand on traverse une ville, on ne paye pas. Bon. Une ville qui est traversée, si Sarlat, par exemple, Sarlat est traversée par le Tour de France, il n'y a rien de versé aux organisateurs du Tour de France, ils n'ont rien demandé. Mais je suppose que les retombées sont sûrement très bonnes, parce qu'il y a beaucoup de villes qui demandent régulièrement le Tour de France. Bien sûr, on se bat. Donc on se bat. Il y a à peu près il y a une 60aine de dossiers de demande pour une vingtaine d'étapes. Bien, mais lorsque je serai maire d'une petite ville, peut-être que je demanderai que le Tour de France passe dans ma ville ou dans mon village. Le maillot du jour. À nouveau un beau maillot. Ah, il est beau aussi, oui. À nouveau un beau maillot. Ben, son nom l'indique, là je veux dire, celui-ci, il est très facile à reconnaître, c'est le Venezuela. Alors il y a eu peu de coureurs vénézuéliens dans le peloton professionnel. À ma connaissance, il n'y en a eu qu'un, je crois, dans une équipe italienne. Mais il y a de bons coureurs vénézuéliens, c'est les voisins des Colombiens, donc ils sont à bonne école. Il y a eu des championnats du monde au Venezuela et dans les années 80. Et donc, c'est une nation aussi où on aime beaucoup le cyclisme, comme toute l'Amérique du Sud d'ailleurs. Des champions importants qui risquent d'arriver dans les pelotons futurs, on ne sait pas. On le saura, ce sera à la lettre X. À la lettre X, très bien, on verra ça. Mais demain, on n'est pas à la lettre X, demain, on est à la lettre W. Enfin, j'espère que c'est... Oui, c'est demain, oui. À demain, Xavier. Bonsoir. Bonsoir, Xavier, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est quasiment la dernière ligne droite, hein. W, on commence à s'approcher. X, Y, Z. Alors, W, qu'est-ce que je vais mettre? La Valkoviak. Oui, j'ai Valkoviak. J'ai... Vous savez que W, oui. On aurait pu mettre, en fait, mais un tas d'inconnus. Tous les Flamands, par exemple. Et, oui. Wouters, ça vous dit quelque chose? Non, non. Wim Van Est. Non, non plus. Wampers, Jean-Marie Wampers, Oui. a gagné un Paris-Roubaix. Wackmans, c'est quelque chose. Wackmans. Oui, on aurait pu en mettre plein, parce qu'on pourrait se dire, la lettre W, c'est compliqué pour trouver des coureurs. En fait, il y en a beaucoup, mais chez les Belges. C'est vrai qu'à chaque lettre, il fallait trouver le coureur qui est là avec Valkoviak. C'est vrai qu'on... Alors, Valkoviak. Bon, on le cite souvent. On en a un quand même, vainqueur du Tour de France, avec un W. Roger Valkoviak, qui est un homme de Montluçon d'ailleurs, Montluçon, qui a gagné le Tour de France. Vous savez quelle année c'était? Ah non, non. 1956. Ah, mais j'étais né quand même, enfin bon, je me souviens pas. Donc, il gagne le Tour de France en 1956, l'année avant Jacques Anquetil. Et on dit Valkoviak, c'est l'exemple même de l'inconnu qui gagne le Tour de France. Et c'est resté, vous savez qu'il en est malade, il pleure à chaque fois qu'on lui parle de cela, parce qu'en fait, c'était un coureur qui pouvait être parmi les favoris du Tour. Alors évidemment, il était au milieu des Bobet, des Anquetil, etc. Donc on a dit Valkoviak, c'était coureur qu'on imaginait dans les 10-15 premiers, point c'est tout. Mais il avait gagné le Dauphiné libéré, c'est un coureur très complet. On revient toujours à notre violette motif, coureur très complet. Et donc Valkoviak a gagné ce Tour 56, certes à la surprise, mais il reste un grand vainqueur du Tour et pas du tout un coureur qui pourrait nous faire dire que n'importe qui peut gagner le Tour de France. C'est là où j'insiste. C'est que ce n'est pas n'importe qui. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'exemple. Hein, c'est pour ça que j'insiste, Valkoviak, justement, pourrait être le contre-exemple. Ce n'est pas le contre-exemple. Il n'y a pas d'exemple de coureur, d'inconnu,
qui ont comme ça tout d'un coup, qui ont surgi de nulle part pour gagner le Tour de France, alors que ça on l'a vu dans le championnat du monde par exemple. Je sais pas, il y a eu des fois vainqueurs, ou dans des championnats nationaux, des vainqueurs qu'on n'a jamais revus avant, qu'on n'avait jamais vus avant, qu'on n'a jamais revus après. Eh bien, c'est pas vrai dans le Tour de France, malgré Valkoviak. J'insiste parce que c'est un coureur qui le méritait, même s'il n'a pas eu après, s'il n'a pas confirmé, peut-être un petit peu traumatisé par cela. Alors j'ai W comme secteur pavé. Oui, parce que Wallers, je crois que c'est pour parler des secteurs pavés, parce que souvent on nous a dit, dans le Tour de France, il y a tout, il y a toutes les facettes du cyclisme. Et on s'est souvent interrogé avec les directeurs du Tour, avec Jacques Godet, avec Félix Lévitan, avec Albert Mouvet, on se demandait, est-ce qu'il ne faut pas introduire des secteurs pavés, au fond, un petit peu de Paris-Roubaix dans le Tour de France? On l'a fait, si vous vous souvenez. Dangereux, hein. On l'a fait dans les années 80. Voilà, on s'est un petit peu interrogé parce qu'on s'est dit, c'est toujours en début de Tour, ça se passe dans le Nord, donc c'est plutôt en début de Tour. S'il y a de gros écarts, s'il y a des coureurs qui perdent le Tour de France à cause des secteurs pavés, tout de même ennuyeux pour la suite. Et surtout s'il y a des coureurs qui chutent. Parce que dans un Paris-Roubaix, bon, vous perdez une course d'un jour, ça ne repart pas le lendemain, tant pis. Mais dans un Tour de France, être un abandon sur chute, ou même sur une mauvaise crevaison, sur une crevaison à un mauvais moment, vous perdez un Tour de France, un petit peu dommage. Donc il y a eu des secteurs pavés, mais pas des secteurs pavés aussi difficiles que, par exemple, Wallers-Arambert. Et puis le secteur pavé fait partie d'une course bien précise. Voilà, mais on peut en mettre un petit peu dans le Tour de France, faire des routes un petit peu plus difficiles, mais pas de vrais secteurs pavés avec c'est classement monument historique maintenant, les secteurs pavés quasiment. Oui, le parcours, une partie du parcours de Paris-Roubaix a pu être classé secteur historique, ce qui veut dire qu'il faut le laisser en l'état. Il ne faut pas qu'il se dégrade trop non plus, il faut au moins qu'il reste en l'état. Alors j'ai W comme wagon, prendre le wagon. Oui, parce qu'il y a des... wagon. Voilà, il y a des noms, des expressions dans le Tour de France. Alors c'était l'occasion de parler de prendre le bon wagon. Est-ce qu'on a pris le bon wagon? Mais ça veut dire prendre la bonne échappée. Et notamment, c'est une expression qui intervient lorsqu'il y a les fameuses bordures. On aurait pu en parler à la lettre B. Que sont les bordures? Ce qu'on appelle aussi les éventails, en fait. Bordure, c'est le bout de l'éventail. C'est quand le peloton se met en éventail à cause du vent. Alors, le principe du vent, c'est que vous commencez à vous abriter, donc il y a des éventails qui se forment. Donc, vous avez des lignes transversales qui se forment sur la chaussée. Et alors là, vous avez tout à fait intérêt à prendre le bon wagon. Parce que si vous êtes en bas de l'éventail, c'est-à-dire au bord de la route, vous êtes borduré, comme on dit. Et là, vous retombez dans l'éventail suivant. Et on a vécu des époques extraordinaires. On aurait pu, à la lettre S, parler de Simon, de Pascal Simon. Pascal Simon a chuté. À un moment, il y a eu une grande bagarre qui a été déclenchée, ça devait être le Tour 83, gagné par Fignon après. Une grande bataille qui a été déclenchée pour éliminer les Colombiens. Parce qu'on savait que les Colombiens, dès qu'il y avait un coup de vent, ils allaient disparaître. Et on voulait se débarrasser des Colombiens parce que les autres coureurs avaient peur de leur qualité de grimpeur. Et ils ont réussi à s'en débarrasser ce jour-là, mais Simon a chuté et a perdu le Tour. Dans ce secteur, c'était du côté du Gers. Alors, j'ai également pour le maillot du jour W comme petit pois, quoi. Les petits pois, on a parlé de Van Nint à la lettre V. On a dit qu'il avait en quelque sorte donné une certaine notoriété à ce maillot de jockey. C'est vrai un petit peu un maillot de jockey, parce que le gabarit des grimpeurs, ça a un peu évolué maintenant avec des Indurain ou des Rominger. Mais c'est vrai que c'était plutôt des petits gabarits. On a parlé des Colombiens. Et ce maillot, il est merveilleux parce qu'il se reconnaît très très bien. Il a été d'ailleurs un peu copié maintenant. Mais il a été inventé par les dirigeants du Tour. Et c'est un maillot qui est assez envié quand même, je suppose. Hein. Ah oui, parce que celui qui porte le maillot à pois est toujours dans les 3-4 premiers du classement général. Donc il a surveillé, quoi. Hein, le meilleur grimpeur, c'est toujours... même si le maillot a un petit peu évolué, enfin le règlement a un petit peu évolué, parce qu'à une époque, on a vu des coureurs qui arrivaient à gagner ce maillot en gagnant des 4e, des 3e catégories. Donc on a renforcé les points des cols, des hors catégories, des premières catégories, pour que véritablement celui qui porte ce maillot soit un grimpeur. Bien, maintenant je vais aller au massage parce qu'il reste 3 étapes et j'espère bien arriver en tête lors de l'étape Z. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Nous y sommes, et comme dirait Léon Zitrone, antépénultième émission X. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et X comme Xavier Louis justement. Et moi j'ai X, prochain vainqueur, comme le prochain vainqueur, point d'interrogation. C'est pas mal non plus. Hein. Monsieur X. Monsieur Coureur, X. Monsieur X. Il s'appelle comme ça, on cite Monsieur X, quand on essaie de supputer. C'est vrai que c'était pas très facile à l'être X, effectivement. Non. Il n'y a pas de coureur ayant... Non. Vous avez bien cherché. Je n'ai pas connu de coureur, il doit bien y en avoir. Oui. Mais ils n'ont pas laissé de traces. Il faudrait demander à l'ami Traclet. Traclet, qui est un homme qui connaît tout du vélo, qui habite Sarlat,
qui vraiment a toutes les collections et doit être capable de nous dire quels sont les coureurs qui Alors, commencent par la est-ce que lettre X. les futurs vainqueurs, je ne dis pas ceux de cette année ou de l'année prochaine, mais les futurs vainqueurs, est-ce qu'on commence déjà à les repérer dans les jeunes coureurs Oui, cyclistes? on sait, on en revient toujours à notre... alors, je ne vais pas reprendre la longueur Oui, des oui. fémurs, on pourrait d'ailleurs aussi, mais en revanche, on pourrait prendre les coureurs qui sont à la fois grimpeurs, rouleurs, qui ont le sens de la course, bons descendeurs, habiles sur leur vélo. Alors, on en a quelques-uns. On en a quelques-uns qui sont déjà dans le peloton. Mais le problème, quand on pense aux jeunes qui peuvent gagner le Tour de France, souvent, eh bien, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et on est déçu. Je pense à Régis Sauvion, à l'époque, champion du monde, vainqueur du Tour de l'Avenir, le nouveau Coppi, on le voyait déjà gagner facilement le Tour de France. Il n'a jamais réussi dans le Tour de France. On pensait à Brochard l'année dernière. Bon, Brochard n'a pas concrétisé. On a pensé à Jourdain à un moment. Bon, on a pensé à Jean-François Bernard, qui était quand même proche, lui, de remporter le Tour de France. Puis bon, il n'a pas concrétisé. Et puis, pardon, je suppose aussi qu'en plus des qualités que vous venez de citer, d'évoquer, il faut aussi être capable de se dire, je vais passer une partie de ma jeunesse à faire autre chose que d'aller m'amuser avec les copains, aller en boîte. Oui, bien sûr. Donc il y a ça aussi comme qualité. Bien sûr, il y a ça. Il y a le fait, bon, il y en a qui n'arrivent pas à passer du stade de bon amateur au stade professionnel. C'est une course complètement différente. Petit exemple technique. Un bon amateur, une course amateur, il faut rouler vite pendant de longues heures, mais on est toujours au même régime. Il y a peu de changements, de variations de régime. Ce qui surprend les coureurs qui ont été de bons amateurs quand ils arrivent chez les professionnels, c'est que tout d'un coup, ils ont l'impression que la course n'avance pas. Et puis, il y a des moments où ça roule à 60-70 à l'heure, où là, eux ne sont pas prêts à cela. Il y a donc toute une habitude à prendre, et il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui, physiquement, n'ont pas cette capacité, sont capables de rouler très vite, ce qu'on appelle des compteurs bloqués, en quelque sorte, et puis qui n'arrivent pas à se faire aux variations de rythme qui sont très, très violentes. Alors, on a évoqué avec tous les maillots qu'on a vus pendant toutes ces émissions, les équipes nationales. On commence à voir beaucoup de gens qui viennent un peu de partout, Amérique du Sud, les Japonais. Alors, X comme xénophobie. Oui. Ça existe, ça? Oui, parce que c'est un des problèmes du retour aux équipes nationales. On l'a évoqué dans une émission. Si l'on veut revenir aux équipes nationales, moi je le souhaite personnellement, Jacques Godet aussi, ça pose plein de problèmes aujourd'hui. Ça pose le problème du parrainage, du financement même du sport cycliste. On ne pourra revenir aux équipes nationales que lorsque on aura des parrains qui sont plutôt des collectivités locales, par exemple, que des firmes privées qui ont, c'est naturel, envie qu'on voit leur nom sur le maillot. C'est un maillot national, ça s'y prête moins bien. Et le risque, c'est la xénophobie. C'est qu'effectivement, on ait les incidents qu'on a eus avant-guerre, avec notamment le Tour en Italie ou le Giro, ou sur le Giro, les problèmes qu'ont eu un Bobet, par exemple, sur le Tour d'Italie, problèmes qu'on a connus dans tous les pays. Il n'y a pas de pays qui sont plus chauvins que d'autres, je crois, en la matière. Et donc, la xénophobie, c'est quelque chose avec laquelle il faut compter. On voit les ravages que ça peut faire dans d'autres sports comme le football. En cyclisme, on a la chance d'y échapper. Peut-être que c'est un des inconvénients d'un éventuel retour aux équipes nationales. Mais je crois que c'était bon d'en parler. Je pense quand même que les équipes nationales ont tout de même du bon. Comme quoi, avant de s'embarquer là-dedans, il faut bien réfléchir à tout. Il n'y a pas tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout blanc. Tiens, parlant de blanc, en fait, le maillot du jour. Alors, le maillot du jour, on a parlé des jeunes, on y revient. C'était le maillot, parce que ça n'est plus, ça fait partie des maillots qui ont été supprimés dans le Tour de France, c'était le maillot du meilleur jeune. Alors, on a tout de même vu des coureurs comme Moser, Francesco Moser, ça devait être en 75, qu'il le portait, qu'il l'a ramené à Paris, comme Bernaudo, comme ça que Bernaudo. Mais c'est le plus jeune dans l'âge ou le plus jeune dans le Tour de France? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a eu les deux. On a fait évoluer le règlement. À un moment, ça a été les moins de 23 ans, les moins de 24 ans. Ensuite, ça a été les meilleurs néophytes, c'est-à-dire celui qui faisait son premier Tour de France. Raúl Alcalá, le Mexicain, l'a porté. Greg LeMond l'a porté, l'a même ramené à Paris. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce maillot blanc récompensait des grands champions. Je regrette un petit peu qu'il ait disparu, ce maillot, ou au moins qu'on n'ait pas gardé le principe du néophyte, c'est-à-dire le coureur qui était le meilleur dans le classement général comme faisant son premier Tour de France. Ah, peut-être qu'on va le remettre un jour, je ne sais pas. Xavier, demain, Y, avant-dernière étape de notre promenade à travers l'abécédaire consacré au Tour de France. À demain, Xavier. Bonsoir. Le Tour de A à Z, nous sommes à la lettre Y. Xavier. Bonsoir. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'avant-dernière étape
notre promenade à travers. Ah, si on croit bien Hein l'alphabet, Ouais, effectivement, c'est mais j'ai l'avant-dernière. l'impression que vous avez triché un peu, parce que moi je vois Y comme Madio. Comme Vous- Yvon. Ah, Yvon, bon. Ah, Yvon Madio. d'accord. Oui, parce que c'est le frère de l'autre. J'ai bien compris. Alors, si on parle des frères Madio, on peut parler des frères Madio. Et non Marc et Yvon. Marc et Voilà. Yvon, j'ai compris, mais on pourrait peut-être parler des frères dans le Tour de France. On Voilà. va en profiter un peu. Hein. Voilà, c'est effectivement, vous avez tout Et compris. il y a quoi? Il y a les frères Madio, il y a les frères Simon, il y a les frères. Alors, il y en a plusieurs. On ne va pas faire ici. On pourrait parler des frères Peterson qui ont été champions olympiques par équipe. Ouais. Extraordinaire, ça, champions olympiques, les frères Peterson, les Suédois. Il y a eu les frères Plancart, ils sont nombreux. Puis il y a même les neveux maintenant, Plancart. Il y a eu les frères donc Madio. Il y a eu les frères Simon. Je crois que c'est intéressant parce que les frères Simon, ils ont été 4 à un moment professionnel, mais ils ont été 3 ensemble dans le Tour de France. Ça, je crois que c'est le record. C'est resté le record, puisqu'il y avait Régis Simon, Jérôme Simon et Pascal Simon. Pascal Simon, on en a parlé, qui aurait dû pratiquement gagner un Tour de France. Pascal, il n'a pas eu de chance. L'année où il devait gagner le Tour de France, il a eu une malheureuse chute, on en a parlé, dans le Gers. Et il a donc, après, il n'a pas réussi à remporter ce tour. Alors, je pourrais faire une mauvaise plaisanterie en parlant de frères siamois, mais j'imagine par exemple Simon siamois. deux frères jumeaux qui se ressemblent. On pourrait faire le Tour de France en même temps. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une anecdote extraordinaire dans l'histoire du Ne Tour. me dites pas que vous en avez une. Non, il y a une anecdote extraordinaire. Alors, ça remonte vraiment au tout premier Tour de France. Je ne dirais pas si c'était 1905, 1906 ou 1907. Je m'en souviens. Vous savez qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de voiture suiveuse, vous imaginez. Il y avait des contrôles. Hein, les coureurs, on leur mettait un tampon, comme on fait dans certains rallyes, vous savez. Et puis, donc, il y avait des contrôles intermédiaires, puis des contrôles aléatoires, des commissaires, les dirigeants de l'époque, Géo Lefebvre, Desgranges, etc., qui se cachaient pour voir si les coureurs faisaient bien le parcours. Et ils ont mis dans un Tour de France, je crois pratiquement tout le Tour de France, pour découvrir un subterfuge. Il y avait 2 frères jumeaux. 2 frères jumeaux, à chaque fois, il y en a un qui faisait l'étape en train, et l'autre sur le vélo. Ouais. C'est extraordinaire. Ils ont mis un temps considérable pour arriver, je ne sais plus d'ailleurs quelle est faisait un bon temps, la je raison suppose. qui a permis de découvrir le subterfuge. Ben oui, parce que là, ils étaient en train de gagner le Tour de France. Vous imaginez faire une étape sur 2, surtout à l'époque où il fallait partir très tôt le matin, finir très tard le soir. Il y en a un qui pouvait prendre le train, c'était mieux. J'ai équipe nationale, mais je crois qu'on en a beaucoup parlé pendant toutes ces émissions. Bah, l'équipe nationale, c'était plus pour, j'allais dire, évoquer ce maillot un petit peu étonnant qu'on a aujourd'hui. Étonnant parce qu'il est plein de symboles en ce moment, c'est le maillot de la Yougoslavie. Alors, autant dire que lui aussi, comme beaucoup de maillots qu'on a montrés curieusement depuis le début de notre émission, n'existe plus. Et pour montrer que ce n'est pas évident de faire des équipes nationales, quand on a parlé de xénophobie, mais on pourrait parler aussi justement de la difficulté quelquefois de réunir même des équipes nationales, puisque on a des coureurs, des fois on a des rivalités simplement d'hommes, mais on peut avoir des rivalités régionales. Faire une équipe d'Irlande aujourd'hui, pour le championnat du monde d'ailleurs, c'est pas facile. On pourrait prendre un tas de pays où ce n'est pas évident de réunir véritablement des équipes nationales. On sait que c'est pas facile, mais je sais que vous avez un peu la nostalgie de ces équipes nationales. Xavier, on fait quoi là? On va se faire masser, on va regarder la mécanique, parce que demain c'est la dernière étape, Oui. dernière ligne droite. Alors, dernière étape, c'est aussi la tradition. Dans la dernière étape, ce qu'on appelle la distribution des prix. Oui. Alors, je ne sais pas si nous, on aura une distribution des prix, mais dans la dernière étape, dans le Tour de France, il faut le savoir, la remontée sur les Champs-Élysées, d'abord, généralement, les coureurs chantent la chanson de Joe Dassin. Mais on verra Aux demain si nous Champs-Élysées, avons de la etc. voir. On essaiera demain, je ne suis pas sûr, on verra bien demain. Bonsoir. Le Tour de A à Z de Xavier Louis, nous y sommes, la lettre Z, nous apercevons les Champs-Élysées, dernière étape. On a fait 26 étapes, nous, hein, comme les 26 lettres de l'alphabet, lettre Z. Vous 26 chantez- étapes, c'est-à-dire un petit peu plus qu'un Tour de France. Il y en a 23. Oui, mais on a fait moins de kilomètres, vous avez Ouais, remarqué. Hein. ouais, ouais. Vous ne chantez pas les Champs-Élysées, parce Les qu'il paraît que la Champs-Élysées, chanson de Joe voilà. Dassin Alors, se chante, regarde, c'est... Oui, c'est très amusant. Ouais. Le dernier jour, le peloton est très décontracté. Hein. Il y a un tas de facéties. Alors, ils chantent beaucoup, notamment la chanson des blagues de Joe Dassin. Ils se font un tas de blagues. Par exemple, le plus grand prend le vélo du plus petit, lequel essaye de monter sur le vélo du plus grand du peloton. Ils montent sur la moto des photographes. Enfin, il se passe plein de choses qui, ce jour-là, sont tout de même tolérées par la direction du Tour. Bien. Et le Tour de France arrive sur les Champs-Élysées depuis quelle année? Depuis 1975. Vous êtes sûr? La première année, c'est 1975. Bon, j'ai pas réussi Oui, à le piéger pendant Si, toutes mais ces si, émissions. mais si, Bon, tant mais pis. si. Lettre Z. Bon, tant pis, vous avez dit. Bon, tant pis. Oui, Bon, mais- tant pis, oui. c'est un coureur. Oui, je me souviens, la lettre B, on l'a oublié. Alors, il y en a un, la lettre Z, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, parce que moi, on m'a soufflé son nom. J'ai Z comme Zoetemelk. Il y en a J'ai- deux. Il y en a deux? Oui. J'ai Z comme zone de ravitaillement. Oui. J'ai Z
Il y en a 3 même. Il y en a 3? Il y en a 3. Hein. Dites-le moi, celui auquel je pense. Zaf, Zaf, oui. Zulé. Ah, je ne le connaissais pas, celui-là. Ah, Zulé, c'est Ouais. l'actualité. Et l'équipe Z. Et l'équipe Z. Ah, alors on commence par Z. qui? Par Zoutmelk? Zoutmelk, parce que Zoutmelk, on a eu l'occasion de dire à l'occasion, quand on a parlé de Raymond Poulidor, que Poulidor avait le record des podiums. Zoutmelk arrive juste derrière, puisqu'il y a un très grand nombre de places de second et de troisième. Mais